Bonjour à tous et mille excuses pour ce contretemps technique qui n'est pas de notre fait. C'est la plateforme qui a bugué. Ça arrive, hein, c'est ça la transformation digitale. Nous sommes soumis à des injonctions contradictoires de se connecter en temps réel et pourtant le temps nous échappe puisque parfois le message ne passe pas, le code ne passe pas, les petits chiffres 0, 1 ne traversent pas les tuyaux et donc ça nous empêche de nous voir. Donc merci, c'est réparé. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'expérience étudiante. Le digital, vous le savez, a bouleversé notre vie et le concept d'expérience, on le voit aujourd'hui. Et la pandémie, évidemment, a accéléré tout cela et a replacé cette notion d'expérience au cœur de la stratégie des établissements d'enseignement supérieur. C'est bien de cela dont on parle. On dispose désormais d'outils pour accompagner au mieux les étudiants et les suivants, pour anticiper les éventuels besoins ou servir au mieux leur parcours. Nous évoquerons donc aujourd'hui la logique de service qui est importante que les écoles comme les universités doivent rendre à leurs différents candidats tout au long de leur scolarité. Alors, nos invités aujourd'hui, Sébastien Derrine. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas que des toutes. Alors, Sébastien, vous êtes fondateur de l'école Hexagone. Vous êtes un pur player. Hein. Vous, l'expérience étudiante, elle a été consubstantielle à la création de votre établissement. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir votre point de vue quand vous avez créé l'école. Je sais que j'étais là. Vous m'avez dit, moi j'ai conçu tout pour que ce soit complètement intégré. Hein. C'est bien ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Avec plaisir de participer à ce live. Merci. David, le cher Meilleur, directeur de la transformation pédagogique du groupe Omnes. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom, David? C'était pas trop mal, oui. Ouais, c'est pas mal. Omnes, groupe d'éducation, 35 000 étudiants. Alors, quand on transforme de manière massive chez vous. C'est ça qui est intéressant. Et l'expérience étudiant, c'est-à-dire quand ils rentrent, vous savez ce que c'est. Oui, effectivement. En tout cas, c'est un sujet d'une insigne importance et ce sont des problématiques auxquelles on s'attelle tous les jours. Bien. Khaled Cheba, qui est vice-président recherche et stratégie internationale de Simplicity. Simplicity, qui est notre partenaire, évidemment, sur ce webinaire. Simplicity qui accompagne des établissements à travers le monde. Et votre regard international sera très intéressant pour accompagner et renforcer les suivis et donc l'expérience des étudiants. Bonjour Khaled, je crois que vous êtes à l'étranger, hein, c'est ça? Oui, je suis maintenant à Dubaï aujourd'hui. Donc, oui. on est à partir de l'hôtel à Dubaï. Et on vous avait parlé d'un autre endroit du monde quand on a préparé cette conférence. And tell me who is with you. Je parle anglais parce que nous avons le plaisir d'accueillir Bill Henrich, qui est un spécialiste. Oui, Bill est mon collègue dans la société Orbis. Il est situé au Canada. Il est directeur de l'engagement et de l'expérience chez Orbis. So, Bill is joining us from Canada, and I'll let him introduce a little bit more about himself when we get to the part where he's going to share with us the Canadian and North American experience related to our topic of today. Vous l'avez compris, hein, Bill parlera en anglais sa keynote et on reprendra un débat en français. Alors, on est international, de toute façon, le digital nous impose un regard international. Donc, on fait la démonstration aujourd'hui avec Bill. Thank you. Speak slowly, Bill, if you please, for the audience. Khaled, vous voulez dire un mot sur Simplicity quand même, un ou deux mots pour rappeler qu'est-ce que vous faites en 2 minutes, vous m'avez dit. Je voudrais juste dire que voilà, pour les participants aujourd'hui, bien que Bill va parler en anglais, nous avons fait de façon à ce que la présentation soit en français pour faciliter le suivi des participants avec lui. Donc, un petit mot sur Simplicity à commencer. Merci à vous et à Campus Matin de nous avoir donné l'opportunité d'apporter cette précieuse discussion à la table. Simplicity est une société globale qui fournit des solutions dédiées à l'éducation et tout ce qui est expérience étudiante. Nous servons plus que 2000 établissements de par le monde. Il y a plus que 40 millions d'étudiants et d'alumnes qui utilisent nos systèmes à travers tous les continents du monde. Nos solutions focus sur la partie complémentaire à la partie académique. Donc, tout ce qui est lié à l'expérience côté support étudiant, la vie sur campus,
le support des services d'accessibilité, les services de carrière et tout ce qui est lié à supporter les étudiants dans leur environnement d'éducation en complément à l'environnement académique. Aujourd'hui, nous avons, comme j'avais dit déjà, plus que 2000 partenaires de partout dans le monde. Voilà une sélection de quelques-uns de ces partenaires internationaux. Il y a quelques belles enseignes, hein? Ouais, c'est vrai. Et ce qui est très important pour nous, c'est que nos partenariats avec ces établissements sont pour de longue durée. Donc, ça fait avec quelques-unes de ces organisations, nous avons des relations qui datent de plus que d'une dizaine d'années. Donc, pour passer rapidement à notre sujet d'aujourd'hui, nous avions fait une petite enquête au Royaume-Uni, pour donner un exemple européen, et avec deux questions spécifiques auprès des étudiants. La première question était qu'est-ce qui vous encouragerait à vous engager davantage dans les services de carrière et d'employabilité de votre université? Et l'autre est où à qui vous avez demandé conseil et soutien. Et les données étaient assez intéressantes. Voilà, la plupart de ces participants ont indiqué qu'au cours de ces 2 dernières années, il y a eu un changement dans leur approche et qu'ils ont besoin maintenant d'avoir plus de temps pour s'engager. Les étudiants sont de plus en plus, ils travaillent à temps partiel en même temps qu'ils suivent leurs études. Donc, il est nécessaire que la façon dont les services et l'engagement de l'étudiant sont faits prennent cela en considération et permettent à nos étudiants de mieux gérer leur temps et leur temps d'engagement d'une façon qui leur est convenable. De plus, il est nécessaire de proposer un support et un soutien à l'usage de ces plateformes qui est adéquat et qui prend en considération le fait que ces étudiants passent à ces services à partir de plusieurs canaux différents. On en parlera de suite. Maintenant, si on passe un peu hors de l'Europe, si on passe par exemple en Australie, l'université Macquarie a mis en œuvre un plan pour améliorer les services présentés à leurs étudiants. Et le principal objectif ou les principaux objectifs, c'était de mieux gérer le bien-être des élèves. Et les astuces que nous avions dédiées de tout cet exercice, c'est que de un, il faut toujours penser à ce que la nouvelle génération, c'est une génération qui est engagée sur des canaux digitaux. Donc, voilà, il y a des gens qui s'appellent cela génération Netflix. Les étudiants ou les participants s'attendent à ce que l'accès aux services soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, que cet accès soit fait d'une façon qui est bonne pour leur téléphone mobile. Donc, je voudrais pouvoir accéder à ces services à partir de mon téléphone, avoir une présentation qui est convenable pour un petit écran, etc. Les autres éléments sont liés à l'intégration dans les programmes d'études et non pas avoir les services comme étant des éléments en île isolée, mais plutôt faisant une partie intégrale de l'environnement. Pour clôturer cela, il y a un élément qui est très important, c'est l'apport de support de la communauté des anciens. Parce que les anciens sont déjà, ils sont passés par cette expérience, ils sont passés sur le marché, ils ont déjà une expérience, que ce soit au niveau académique ou que ce soit au niveau professionnel. Donc, ils peuvent faire partie de cette équipe étendue virtuelle qui pourrait enrichir l'expérience et le support qui est présenté à nos étudiants dans nos environnements. Ayant dit cela, je passe maintenant un peu la parole à Bill. I'll let Bill take over pour la perspective marché Amérique du Nord. Bill? Juste un mot pour dire, Khaled, merci beaucoup, hein, c'est intéressant d'avoir cette vision de chaque pays. On précise que Bill speaks English, mais vous montrez des slides en français, ce qui permet de faire le lien entre ce qui sera dit d'un côté en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas, et ce qui est à retenir, évidemment, de ce que nous dira Bill. Bill, it's your turn. Thank you very much. Merci, thank you. Hello, bonjour. Yeah, my name is Bill Heinrich. I'm a scholar of higher education and experiential learning. I trained
in higher education at Michigan State University and worked in public higher education for 20 years before shifting to Orbis, which is a partner or a merger with Simplicity. So we're in the same group. I want to talk today about student engagement in the US and Canada in 3 themes. And so we'll start with our themes. First, I'll say the US and Canada have a broad array of activities. So if you can imagine it, it is likely happening somewhere. So don't take this as one thing or another. This is all the things when it comes to student engagement. We're experiencing a rapidly diversifying period of change in North American higher education, following many digital transformations as a result of COVID and the pandemic. So I'll say technology is transforming learning right now. Maintenant, right now, it's happening underneath us. Number 2, we see a wide range of analog, hybrid, and digital modalities. And number 3, access to education and affordability are going to be key points that we need to consider in our day-to-day work when it comes to engaging students. And like I said, this may vary by region and country. So we see different subsets of institutions doing different things. As we move to the first theme, technology transforming. So student engagement, this is an idea that is critical to student success. We want our students to graduate, so we must engage them in the process of learning in deep and new ways. The engagement starts with creating belonging and connection to communities in the institution. And so we see many programs focused on student entry into the institution, orientation, onboarding, programs like this. Along the way, once students are on campus, high impact practices are a key element of success. High impact practices are a series of pedagogies and teaching techniques and student engagement techniques that keep students engaged. And a lot of research has shown that these practices lead to shorter time to degree and higher grades, higher grade point average over time. So high impact practices are a known factor in contributing to student success. Many campuses are adding offices and support for career development. And specifically in Canada, we call it work integrated learning. In the US, it's work-based learning. These programs are internships and facilitated connections from campus to employment. So they're bridging their different activities to help students become acquainted with a career path. Many students are hired from their internships. They're hired into that company. Many more students are hired into that same sector. Very few students who do an internship do not find employment. So this is a very powerful tool and is rapidly expanding in the US. It's already well established in Canada. And finally, education delivery and recognition is changing in technology. We see incredible transformation with the pandemic. We see lots and lots of online education delivery now, more than ever. But the recognition is starting to follow, and we see experiences for students, not just on a diploma or a transcript, but on badges and experience records and credentials, micro-credentials, so smaller subsets of qualifications that lead to some outcome we're not sure about, but we're learning that the recognition at the more nuanced level of learning is increasingly important. Okay, and we covered some of the kinds of transform technology
on the next few slides. Let me move to the next theme. We see a wide range of analog, hybrid, and digital modalities. So delivery is taking place in all the forms now. We see the question of what is college for, or what is university for, come up more and more and more. And so largely we'll see what we consider to be a typical campus experience, where students after high school, they go to a residential campus. They're focusing on instruction in person with relationship building and network building. Campus services are online. The learning management system is supporting grading and scoring and course progress. And you'll see both in-person and online co-curricular activities such as clubs and organizations. In a hybrid model, we're seeing in-person and online learning, and sometimes we're seeing both at the same time, although that labor is quite extensive for the instructors. So we're starting to see a diversification of in-person and online. So the best of online, where more passive content delivery is taking place, and more in-person courses with labs and practical applications and discussions taking place. And so we're starting to see some diversification where learners and faculty are using the strongest modality for its best purpose, right? We don't want to have labs online because it's hard to see and do the practical thing, right? So we're moving to a diversified model. There's increased opportunities in this space for project-based learning and interdisciplinary courses to take place. And then fully online, it's targeted mostly for adult and mature learners who are parents, who are working and making, perhaps improving their status, and also or recredentialing, or changing careers. And then this model is emerging as a competency-based program where time is of little matter. So some programs, students subscribe to, they don't enroll, they subscribe for a period of time, and they take as many classes as they can in that period of time, because when they pass the trials, when they pass the test or pass the exam, or pass the practical demonstration, they can move on at their own pace. So if someone subscribes for 6 months and takes 6 classes, so be it, and achieves all the material in 6 classes, that's their prerogative. It's not time bound to a semester. The work is prorated to the amount of work, but if the student wants to do the hours, and technology allows us to see when the student is logging in and how long that student is spending time on task. So it is verifiable from a technology standpoint that the student is spending time with the material, which is what is required for funding purposes in the US anyway. So we need to see that time. And we see an extensive use of work-based learning. This leads to questions of access and affordability. And so the questions we ask is, who has access to what model, and can they afford it? And those are some of the big key questions that we see. And then we're starting to see technological advancements in finding gaps. So the student success movement in US higher ed in particular is very targeted toward finding gaps in graduation between different groups of learners. So demographic profiles are kept extensively in the US and somewhat in Canada. And we understand that some groups of people do not graduate at the same rates as others. And there's lots of historical reasons for that, including racism, historically in the US. So there's some layers here
but finding ways for those students to succeed is a key driver. And so we also see technology finding spaces where there are institutional barriers to success. So some students have small fees attached that were used to compel certain behaviors. These fees can be targeted and then removed in order to help students finish their degree. We're seeing technology support food banks and basic needs for housing and shelter. There's a fair number of students who attend college because college is transformative. University is a transformative experience. Students sacrifice a lot, including sometimes food and shelter, and will come to university without a good plan for housing. And so finding housing and shelter and food security is important. And campuses are taking on that burden to support their students. Yeah, those opportunity gaps for social mobility and economic mobility are the key drivers. So it's well understood that college success and university success is an economic mobility action, and then campuses are taking that very seriously in order to help students succeed. And so I'm happy to take more questions as we continue. But I'd love to talk with you more about how technology is transforming learning now, the wide range of modalities, and the access and affordability. Glad to be here today. Thank you very much. This is the phone number and the address if you... I know it is the address in USA. Yeah, there is the address in Canada. Thank you, Bill. We'll visit you as soon as possible. Merci. Voilà, on reprend en français, ok? On ira tous au Canada. On ira tous au Canada. Alors, on y va avec du retard. Est-ce que vous êtes prêts, David, Sébastien, Khaled, à répondre à mes questions? Oui, j'ai peur. Toujours prêt. David, 35 000 étudiants. Oui. Il faut repenser tout son écosystème à la lueur de l'expérience étudiante. Ça veut dire qu'il faut la replacer à chaque étape du parcours aujourd'hui. En fait, oui, ça c'est. Mais avant ça, parce que le sujet en fait du webinaire, c'est en fait le lien qu'il peut y avoir entre technologie digitale et engagement, expérience étudiante. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, et ça, je pense que c'est un point extrêmement important sur lequel on sera tous d'accord, que finalement, c'est qu'une partie de l'équation, l'accès aux solutions ou aux services digitaux. Et finalement, la question de l'engagement des étudiants, elle est clé en termes de motivation, elle est clé en termes de gratification, elle est clé en termes de performance. Et c'est vraiment un sujet qui est à prendre de façon globale. Et vraiment en ayant à l'esprit que la technologie ou le digital, ça peut être effectivement un facteur d'accélération ou d'enrichissement de cette expérience, mais ça peut être aussi un facteur de fragmentation ou de mise en difficulté. Moi, je considère que c'est vrai qu'on le sait tous que le Covid, la crise Covid a été un formidable accélérateur du recours à la dématérialisation des apprentissages, à l'expérimentation de principes alternatifs. Mais on a quand même un gros backslash qu'on constate avec des étudiants qui maintenant ont été aussi en quelque sorte un peu traumatisés par cet émiettement de leur expérience dans le temps, dans l'espace, et qui ont vraiment besoin, simplement, et je vais dire des choses extrêmement basiques, d'être sur une perspective qui soit extrêmement prédictible en termes de sens, et je le dis à dessein, en termes de récit qu'on peut leur proposer. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment le sens, en tout cas, l'objectif qu'il faut viser en ayant effectivement, en pensant, et sans réinventer la roue, mais en pensant vraiment l'expérience étudiante comme un tout, de la même manière qu'on envisage dans d'autres domaines l'expérience client, le parcours client. Penser de manière globale, qu'est-ce que c'est que le parcours et le récit que j'offre à mes étudiants.
Student-centric, hein, c'est le mot-clé. Student-centric, design by service, voilà, ça, c'est les deux mots. Alors, c'est deux anglicismes, désolé, mais c'est ouais. un concept intéressant. Partir des usages, partir des pratiques, et ensuite avoir une approche très servicielle, en fait. On en parlera de la logique de service. C'est le mot que vous avez utilisé quand on préparait. Sébastien, l'expérience étudiante, vous, c'était un concept que vous aviez dès le départ, hein, puisque de toute façon, vous êtes sorti de terre il y a quelques années, hein, et c'était au cœur de la machine, puisque vous avez tout digitalisé dès le début. Alors, presque tout. L'action de formation, on l'a gardé volontairement en face à face. Parce qu'on peut effectivement penser l'expérience étudiante par le numérique. Pour autant, on ne va pas tout numériser. Il n'y a aucun intérêt. On fait de la formation et la formation, c'est de l'humain. C'est des relations sociales. Et mine de rien, effectivement, le Covid a poussé toutes les structures d'enseignement à passer en distanciel avec des résultats qui ont des impacts sur la psychologie des étudiants. Et les étudiants vous redemandent finalement du cours en face à face. Et ils étaient tous en force, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour revenir en face à face. Qu'on ait des outils numériques, cependant, qui soient autour de l'action de formation, alors soit directement dans des TP, avec des situations immersives, avec des casques de réalité virtuelle pour quelques modules, et encore pas des modules complets, 10-15 minutes, des petits exercices, ou des services, par exemple pour des conventions de stage, pour des inscriptions numériques. Oui, ça c'est ce qu'ils attendent. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, parce que ça vous évite de faire la queue dans votre établissement et d'attendre et d'être contraint par des horaires de bureau. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire à distance, vous pouvez le faire dans le train. Donc ça, ils sont demandeurs. En fait, il faut juste bien savoir où est-ce qu'on met le curseur et où est-ce qu'on s'arrête. On est un organisme de formation, c'est de l'humain, et donc on ne va pas tout numériser. Tout n'est pas numérisable. Mais en tout cas, gagner du temps là où on peut en gagner et préserver le cœur de métier, c'est la pédagogie. Oui, notre métier, nous, c'est de l'enseignement, c'est de la formation. Donc, clairement, c'est ça. Et c'est là-dessus où il faut avoir une vraie valeur ajoutée. Si le numérique peut avoir une valeur ajoutée à certains moments bien précis dans le cursus, évidemment, ils sont les bienvenus pour diversifier un peu les méthodes pédagogiques. Mais ça ne doit pas être 100% numérique. Il n'y a pas d'intérêt. Quand je vous ai rencontré, Sébastien, vous me racontiez, moi, je ne voulais pas de papier quand on a une convention de stage ou un contrat d'apprentissage, passer dans un bureau, le faire signer, tous ces process inutiles qui prennent du temps si la personne n'est pas là, si le papier ne marche pas, si l'imprimante ne fonctionne pas. Tout ça, vous avez analysé pour dire, voilà, ça, c'est du service en plus et de la qualité relationnelle. Alors, service en plus, je ne suis pas sûr. C'est de la qualité. En fait, l'idée, c'était de repenser tous les processus et toutes les procédures qu'on peut vivre dans un établissement d'enseignement. Donc, il y a effectivement l'inscription. Et là, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que ce soit en papier ? Non, parce qu'il y a une valeur juridique au document numérique s'il y a un tiers de confiance. Donc là, vous trouvez des services qui existent et qui ont cette garantie juridique, ça vous couvre. C'est beaucoup plus simple pour vos équipes parce que ça va plus vite. C'est beaucoup plus simple pour votre futur étudiant parce que depuis chez lui, il peut signer son inscription. Même chose pour tout ce qui est contrat CERFA, et Dieu sait qu'en France, on est des spécialistes de tous ces documents-là, surtout quand c'est tripartite, quand il y a l'entreprise. Si à chaque fois, l'étudiant doit venir récupérer les dossiers, les faire signer, aller en entreprise, les faire signer, lui-même les signer, les rapporter à l'école ou utiliser la poste, on ne s'en sert pas et on perd beaucoup de temps. Et ça sert à personne. L'avantage, c'est que vous avez des outils numériques, vous avez la version numérique qui est automatiquement archivée. Donc, quand vous en avez besoin pour X ou Y raison, vous y avez accès tout de suite. C'est lié à la fiche de l'étudiant et donc ça suit tout son parcours. Même chose pour l'entreprise et même chose pour l'étudiant. C'est ça, en fait, l'objectif. Sébastien, c'est ça l'expérience étudiante. C'est-à-dire que vous avez simplifié. Khaled, vous êtes d'accord ? On est en plein au cœur de la problématique avec ce genre d'exemple. Oui, je suis d'accord. En effet, je crois que David et Sébastien ont déjà touché sur les éléments qui sont les éléments principaux, à commencer par le fait que l'accès, ou si vous voulez, le but de passer à l'outil technologique, ce n'est pas un but en lui-même, mais c'est plutôt un élément facilitateur pour procurer un service de meilleure qualité, pour reprendre le terme de Sébastien, et pour permettre un accès plus simple et plus efficace pour les étudiants aux divers services qui sont fournis par l'établissement. Toutefois, l'outil technologique ou le service qui est offert à travers un outil technologique ne doit pas aliéner les étudiants. Parce que comme Covid nous a bien présenté comme opportunité pour
l'adoption de la technologie, mais en même temps, il nous a donné une petite alerte, voilà, un flag, un drapeau qui dit, mais faites attention, il y a un élément psychique, il y a un élément de l'expérience personnelle des êtres humains qui ne peut pas être géré à travers une interface digitale et qui requiert toujours, si vous voulez, ce lien personnel entre deux personnes. Et du coup, c'est important que l'interface digitale ou l'interface technologique permette cette liaison et n'acte pas si vous voulez, comme je cherche un peu le terme, comme un séparateur entre les deux éléments, mais plutôt faciliter ce lien personnel ou ce lien humain entre les divers participants sur la plateforme. Maintenant, pour toucher sur des éléments plus spécifiques, voilà par exemple pour l'alternance et les éléments qui sont liés aux exigences de documents qui doivent être signés, aspect légal, etc. Il y a un outil ou il y a des outils qui sont à 100% pour un processus qui est automatisé. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir un exercice physique, de passer et de faire la signature, comme a bien expliqué Sébastien. Mais de l'autre bout, si je vais choisir un établissement pour y travailler, j'ai besoin de comprendre l'environnement de travail. J'ai besoin de... Voilà, dans cet établissement, administratif, je crois. Je vais être à l'aise. Donc, vous me dites comment la technologie peut m'aider dans ce contexte. Voilà, par exemple, la technologie peut me permettre d'entrer en contact en téléconférence avec un établissement sans avoir à me déplacer physiquement. Donc, c'est quelque chose qui me facilite le lien personnel ou humain et me donne un apport positif. Un autre élément que je peux ajouter, c'est l'apport ou, si vous voulez, le feedback que je peux partager avec les autres de mon expérience. Donc, j'ai déjà fait ce travail avec Sébastien, c'était très positif. J'ai fait le travail avec David, c'était super. J'ai fait le travail avec Khaled, c'était vraiment la mer. Donc, je peux partager tous ces éléments et avec ce partage d'informations, les autres participants qui vont passer sur ces éléments peuvent bénéficier de cet apport que j'ai présenté. Dans ce contexte, la technologie agit comme un conducteur positif qui permet l'apport de ces éléments de la façon la plus efficace et la plus positive pour les autres participants. J'arrête. Oui, David, quand on préparait, vous me disiez on va vers une plus grande personnalisation et vous étiez allé même plus loin, vous parliez de logique de service, hein, ce qui est compliqué et en même temps l'objectif. Non, ce qui est l'objectif et en même temps, c'est en ça, moi je pense que on n'aborde peut-être pas encore suffisamment le digital, la technologie, les solutions numériques comme un nouvel espace avec tout ce que ça implique. Et ça a un avantage, c'est que ça permet de mettre en correspondance, de faire du lien et de donner du sens à des choses qui auparavant étaient fragmentées. Je donne juste un exemple, c'est dans une logique de service, c'est rapprocher d'un point de vue de l'étudiant, partant d'une vue étudiante, des informations, des données ou même des usages qui, jusqu'à présent, nécessitaient d'aller dans des services différents ou de se mettre dans des dispositions même cognitives différentes. Là, on pourrait imaginer d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon un dashboard, où on a à la fois le planning de la journée, ce que je dois rendre, les parcours à la fois qui sont les parcours qui me sont prescrits, ceux qui participent de ma diplomation, et en côté de ça, toutes les expériences pédagogiques complémentaires, qu'elles soient formelles ou informelles, auxquelles j'ai le droit. Et ça, en mettant tout ça en perspective, ça donne une autre perspective de ce que c'est que l'expérience étudiante. Ça me permet de m'interroger sur moi, finalement, la façon, ce qu'on appelle, sur à la fois mes dispositions à apprendre, mes aptitudes à apprendre, l'attitude que j'ai à l'apprentissage. Donc, même de manière un peu vertueuse, c'est aussi un moyen d'engager un sujet qui, à mon sens, là aussi, insuffisamment traité quand on parle d'engagement des étudiants, qui est de travailler sur sur tout l'engagement dans l'apprentissage, sur tous les travaux autour, désolé pour le jargon, autour de la métacognition ou des trois dimensions, des trois dispositions cognitives et affectives qu'on a dans la manière d'apprendre. Et ça, le fait, je trouve que en tout cas, la technologie, si elle est pensée d'un point de vue pédagogique, si elle est pensée d'un point de vue de la mise en cohérence de l'ensemble de ces services, elle permet d'aborder, de travailler la question des représentations et des motivations d'apprentissage. Et c'est parce qu'on parle aussi derrière beaucoup des logiques d'adaptative learning, de personnalisation. Et moi, je pense que la grosse vertu de ces démarches-là, c'est moins finalement de proposer des contenus différents que d'amener les étudiants à réfléchir seuls, mais aussi
en lien avec les autres acteurs, ce processus, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, bien sur comment j'apprends, pourquoi j'ai des difficultés ou pas de difficultés, de quel type d'accompagnement j'ai besoin, comment je renforce ma capacité à m'engager dans mes apprentissages, donc de travailler sur un acquis essentiel qui sont les compétences métacognitives. Et puis travailler en réseau, en collaboration Ouais, avec le pire. Et ça, c'est quand même c'est essentiel. Et ça, nous, on a fait cette année pas mal de ce qu'on appelle des séances de guérilla UX, c'est-à-dire qu'on a fait quelques prototypes de services qu'on a fait tester très rapidement aux étudiants. Et vraiment, là, les points clés qui ressortaient de ces entretiens, c'était effectivement, pour un étudiant, il ne fait pas la différence, finalement, lui, dans son expérience, entre le fait d'aller voir un service scolarité pour avoir un bulletin de notes et le fait d'avoir son planning pour avoir l'accès à ces salles de cours et les rendus de devoirs qu'il a à faire. Oui, ça participe, et ce qui est assez logique, finalement, quand on se met à sa place, ça participe du même récit, de la même aventure. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment le besoin de... je sais que c'est un terme un peu galvaudé, mais de socialisation. Mais de socialisation, pas simplement à la fois de socialiser. Et ça, il faut respecter. Il y a des besoins de socialisation informelle, donc on ne pourra pas embarquer. Il y a peut-être une réflexion de se dire, OK, on laisse à côté finalement des espaces d'échange qui sont des espaces d'échange où de toute façon, quelque part, on n'aura pas de droit de regard. Et au contraire, des espaces de socialisation qui sont extrêmement scénarisés, outillés, c'est aussi de pouvoir, et ils sont extrêmement demandeurs, de pouvoir avoir des retours et des temps privilégiés avec le corps enseignant, mais vraiment cette dimension effectivement de ne pas être isolé non seulement dans son apprentissage, non seulement dans son expérience, mais même isolé dans sa manière de réfléchir au sens qu'on donne à son parcours, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Sébastien, je reviens à la remarque de départ, la personnalisation et le service aux étudiants. Là, vous êtes allé aussi loin dans votre démarche quand vous avez lancé votre établissement. Oui, effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'adapter. Alors, il faut faire attention aussi. On ne pourra jamais adapter chacun des parcours en 5 ans exactement aux étudiants. Parce que, mine de rien, il y a une logique. Quand vous avez une classe avec 18 étudiants, vous ne pouvez pas créer 18 sous-parcours sur 5 ans, c'est mission impossible. Ou alors ça demande des investissements énormes et finalement vous avez un tuteur et vous créez 18 classes de 1 étudiant. Cependant, vous pouvez suivre l'évolution des étudiants à travers des outils. C'est-à-dire que si vous les faites travailler sur des outils en ligne, évidemment vous avez tout un tas de statistiques qui remontent. Et ça vous permet de vérifier déjà qu'ils sont assidus, ça vous permet de vérifier là où il y a des lacunes, etc. Et en fait, ce n'est pas tellement avec l'outil numérique que vous allez personnaliser, mais cet outil numérique va pouvoir avoir un renvoi pour vos intervenants et vos professeurs qui vont adapter le cours, le début de cours, en tout cas c'est ce qu'on fait nous en début de journée, où on adapte en fonction des résultats passés. Et ce qui nous permet de revenir sur une notion où on se rend compte qu'on a une population de 3-4 étudiants qui n'ont pas compris ou qu'il y a un bug, ou qu'on n'est pas totalement sûr qu'ils aient totalement acquis la notion ou la compétence. On va revenir dessus comme si de rien n'était, comme si c'était prévu dans le cours. Donc pour eux, c'est totalement transparent. Ils n'ont pas cette notion d'être stigmatisés. Et on redémarre, et au moins on est sûr qu'on va pouvoir repartir sur des bases solides. Parce que c'est ça l'objectif, c'est incrémental. C'est de vérifier qu'avant d'arriver sur la notion supérieure, la notion d'avant a été correctement acquise. L'avantage de l'outil numérique, c'est qu'on s'en aperçoit finalement, je dirais, étape par étape, tous les jours. On n'est pas obligé d'attendre l'évaluation finale pour se rendre compte que finalement la classe n'a strictement rien compris. Donc ça, votre micro fait des mouvements, des sinusoïdes, Sébastien. On vous entend moins. Ah, là, ça va mieux? Oui, c'est parfait. Bon, parfait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, l'outil numérique peut nous aider à valider point par point que les étudiants ont acquis les compétences et les connaissances, et donc les notions, et d'éviter d'attendre la dernière évaluation finale pour se rendre compte que la moitié de la classe n'a rien compris. C'est ça l'avantage de l'outil numérique. Mais c'est ça la personnalisation. C'est aussi d'avoir un focus sur où est-ce que ça bug, où est-ce que ça progresse plus vite. Khaled, la logique de service, c'est un sujet aussi, c'est un thème que vous avez évoqué quand on préparait ce débat. Oui, mais je vais essayer de ne pas reprendre ou de ne pas répéter ce que Sébastien et David ont déjà dit. Et je voudrais toucher sur 2 points qui sont très importants. Le premier, c'est que le focus sur l'étudiant est très important et c'est au centre de ce que nous faisons. Mais en même temps, il faut prendre en considération que tout service ou toute livraison de n'importe quel service requiert l'engagement d'autres acteurs.
Donc, que ce soit le corps professoral, que ce soit l'équipe technique, que ce soit l'équipe administrative de l'institution. Donc, du coup, quand vous allez introduire de nouveaux services, quand vous allez ajouter de nouvelles capacités technologiques dans votre environnement, il y a ce qu'on appelle la capacité d'absorption, la capacité de votre établissement à accepter et à bien utiliser ces éléments, de comprendre comment en prendre, si vous voulez, avantage dans leur travail. Si je reprends un peu l'exemple que Sébastien avait dit sur l'apport positif de l'outil technologique dans le sens de suivi des capacités de compréhension des étudiants et leur habilité de suivre le cours. Si le prof n'utilise pas cet outil d'une façon assez efficace, ou au moins ne l'utilise pas, il n'y a pas d'apport positif. Donc, si nous voulons vraiment avoir le maximum d'avantages, il est nécessaire de prendre un petit recul et de dire, voilà, il y a deux générations qui sont différentes. Il y a la génération des étudiants qui est très à l'aise avec la technologie et les éléments digitaux. Et il y a les profs. Ouais, c'est un ensemble mixte. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement au même niveau de facilité ou d'être à l'aise dans l'usage de ces services et des outils de technologie. Donc, si on ne prend pas ça en considération, on va avoir un problème. C'est de un. De deux, il y a de même l'attente des étudiants. Les étudiants s'attendent à ce que les établissements soient toujours, à la pointe des choses. Donc, voilà, il y a une nouvelle technologie qui est là et je m'attends à ce que je sais pas, à ce que mon institut ait cette technologie hier ou demain. Donc, c'est pas faisable. Les instituts, ce sont des établissements qui ont beaucoup, ce qu'on appelle en anglais moving parts. Il y a beaucoup d'éléments qui sont interliés et un petit changement quelque part, ça a des répercussions sur d'autres éléments dans l'établissement. Et le plus important de cela est le concept de qualité. Parce que tout changement, bien qu'il soit un changement positif, il pourrait avoir un impact sur la qualité. Et pour les instituts qui sont responsables de l'éducation, la qualité est au centre de cela. Une éducation qui n'est pas de qualité, ce n'est pas une éducation. D'accord ? Oui. Maintenant, tout le monde, en tant qu'étudiant, s'attend à ce que cet institut m'apporte le meilleur niveau de qualité quand ça revient à mon développement, que ce soit de carrière ou au niveau académique en éducation. Donc, l'institution prend cela sérieusement. Et c'est pourquoi il y a des changements qui vont un peu plus lentement que les étudiants veulent, mais il faut en même temps gérer les attentes de ces étudiants et que les étudiants comprennent que ces éléments, il faut avoir une balance entre la qualité et la rapidité d'introduction et d'usage et d'adoption. Voilà, je réponds à toi, Gilbert. Ouais, ok. Est-ce que, comme il est 15h et qu'on a pris un peu de retard, est-ce que ça vous intéresse à tous? Bill, you're wonderful, you're amazing, you are answering questions in French or in English, I don't know. Non, il ne m'entend pas. You hear me? He's trying to unmute. Yeah, ok. Est-ce qu'on prend les questions, David, Sébastien, Khaled, ça vous va? Hein, c'est pas mal, hein? Alors, est-ce que l'engagement des étudiants via le numérique n'est pas conditionné à l'engagement initial des enseignants? Évidemment, David, vous allez dire oui. Oui, même dans un monde idéal, c'est de faire en sorte. Mais encore une fois, je ne voudrais vraiment pas qu'on résume. C'est pas une querelle, et je sais que j'ai vu une autre question un peu dans ce sens, c'est pas une querelle des anciens et des modernes, du digital versus autre chose. C'est une question finalement de la transformation même des représentations de ce que c'est que l'apprentissage. Voilà, on n'aura pas le temps, mais c'est aussi sur. Ça veut dire quoi de devoir développer. Quand on a dit à des étudiants que finalement, ils vont être amenés à changer 10 fois de travail dans leur carrière professionnelle, ça dit quelque chose sur ce qu'on attend d'eux en termes de démarche, de développement des compétences, en termes de gestion, l'autonomie des apprentissages. Donc, ça dit autre chose aussi. C'est en fait la transformation et l'engagement, il est plus une transformation en termes d'approche du modèle pédagogique que l'on propose, plutôt que simplement de mettre du digital, de pas digital, de mettre des outils ou pas des outils, même s'ils sont essentiels. Et il y a des super services et c'est peut être des leviers d'accélération ou d'efficacité extrêmement significatifs, mais il ne faut jamais rentrer par ce prisme-là. Et sur l'engagement, effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas de processus de transformation ou d'engagement, il n'y a pas de cercle vertueux qui se fait en tout cas dans une logique
de formation initiale d'enseignement supérieur sans l'engagement des enseignants. Et qui sont souvent en plus à l'initiative, même si on les écoute, qui sont souvent demandeurs et à l'initiative de beaucoup de choses extrêmement pertinentes. Et là où, pour finir, le digital est extrêmement intéressant également, j'ai dit extrêmement 4 fois, donc ça doit être intéressant, c'est le fait que ça facilite la mise à l'échelle, la démultiplication et la généralisation. Voilà. Il y a du test and learn beaucoup plus rapide avec le digital. C'est vrai qu'on peut essayer des choses un peu. Sébastien, qu'est-ce que vous répondez? Vos profs, de toute façon, ils sont des digital natifs aussi chez vous. C'est un peu le concept, non? Ouais, alors pas forcément que des digital natives, mais effectivement, il y avait une remarque dans le chat qui était de se dire que les jeunes ne sont pas forcément des professionnels du numérique, et c'est pas utiliser Snapchat ou TikTok que ce sont des pros du numérique. Et clairement, ça c'est vrai, hein, même nous, dans nos cursus en informatique, on repart souvent de très loin. Maintenant, il ne faut pas mettre les deux en opposition, je suis assez d'accord là-dessus. C'est une démarche qui doit être globale. Et encore une fois, ce n'est pas que les intervenants ou les professeurs, c'est aussi les personnels administratifs. En réalité, c'est tout le monde qui part dans cette évolution qui est numérique, qui n'est pas une révolution, c'est une évolution. Et Khaled, de toute façon, il faut de la conduite du changement. Quand on fait quelque chose de ce type-là, c'est un projet global qui intègre et l'amont et l'aval, les parties prenantes, quelles qu'elles soient. Oui. Et je vois que mon collègue est en train de répondre aux questions en anglais. Amazing, hein? Amazing job answering the questions. Thank you for taking care of this while we continue the discussion in parallel. Much appreciated. Il y a des petites questions sur ce qui concerne auxquelles on a déjà répondu. Il y a une question de Victor Schulz qui dit, voilà, un commentaire en effet, qui est la possibilité d'améliorer l'expérience étudiante en améliorant la communication et l'interaction sociale. Et je suis à 100% en accord avec cela. Et comme j'ai dit au début, il y a ce que nous appelons la vie étudiante, l'expérience de la vie étudiante, où la partie académique est une partie de cette expérience, mais il y a d'autres éléments qui sont aussi importants, mais parfois encore plus importants. Donc, par exemple, la capacité de nos étudiants de se développer sur les dimensions de communication, de collaboration, de gestion des équipes, de formulation de leurs pensées d'une façon assez structurée pour pouvoir les communiquer d'une façon positive aux autres, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement accomplies à travers un programme académique, mais plutôt à travers les interactions qu'ils ont avec les autres dans leur environnement, que ce soit sur campus ou hors du campus. Donc, à 100%, je suis d'accord avec ce point-là. Merci, hein, ça nous arrange. Encore que quand on est en désaccord, ça fait du débat, c'est ça qui est bien. Mais bon. Alors la question, je ne sais pas si quelqu'un... Dans quelle mesure pensez-vous que les IES ont la capacité de suivre le rythme du changement requis? Que peuvent faire les étudiants pour soutenir les institutions? En fait, oui, dans leur transformation. Ils sont souvent à l'origine des transformations parce qu'ils poussent, mais ce n'est pas forcément, David, on vient frapper à votre porte pour vous dire de changer, de twister de modèle. Non, c'est plus, il faut avoir les bons dispositifs d'écoute, parce que c'est effectivement pas souvent formalisé de cette manière-là. Bon, effectivement, on n'a pas de manifestation. À la limite, on aimerait bien de manifestation d'étudiants dans les campus. Voilà. C'est plus, il y a plus d'écoute de signaux faibles. Ça nécessite effectivement, je pense qu'on le fait tous à notre domaine, d'avoir une mesure de la qualité de la satisfaction étudiante via des baromètres extrêmement réguliers et d'analyser chaque indicateur, parce que c'est souvent, on voit les évolutions sur plusieurs critères qui peuvent donner des indices de corrélation extrêmement intéressants. Et je rejoins à 100% ce qui a été dit par Khaled avant, c'est que c'est vraiment, ce qu'on disait, en gros, l'expérience étudiante, il faut la penser globale et bien au-delà. C'est une expérience augmentée, en fait. C'est l'expérience académique avec l'ensemble des services qu'ils vont faire. Et il faut la prendre en compte, non pas comme un millefeuille, mais comme, je sais pas, une histoire, un récit, un voyage, tout ce que vous voulez. Le champ des métaphores est infini, donc libre cours à vous, mais c'est vraiment ça qui est essentiel. Et c'est en tout cas, quand les étudiants, c'est ce qu'ils attendent. Ils sont confrontés à un monde, et on ne va pas se mentir, qui peut être perçu, en tout cas, qui est complexe, qui est mouvant. Et plus on va donner de repères et mettre de la cohérence entre les différentes étapes, les différents moments clés de leur expérience, le mieux on répondra
à leurs attentes. Alors, une question aussi, moi, qui m'intéresse, pardonnez-moi, hein, si je vais passer mon avis perso et mes priorités ou mes centres d'intérêt, comment gérer la différence de matériel? Dis donc, David, vous avez un succès, là, il y a des petits doigts, là, des pouces là, qui se lèvent. Dis donc. Alors, merci David, hein, je signale que vous êtes souffrant et vous êtes parmi nous, merci. Donc, ça veut dire que vous avez eu raison de venir. Comment gérer la différence de matériel entre les étudiants, Sébastien? Est-ce que c'est important? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, le device dont ils disposent. Bah, en fait, aujourd'hui, la solution technique, c'est qu'on est tous, enfin, les services passent généralement par des web apps. Donc, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur super puissant ou d'un smartphone de dernière génération pour accéder aux services numériques qui sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur. Vous avez toujours des vues avec un navigateur standard. Donc, ça, c'est plutôt une bonne solution finalement et ça permet d'éviter le problème. Ensuite, je ne suis pas forcément touché puisque nous, on est une école d'informatique et donc les étudiants ont du matériel relativement performant. Mais la solution des web apps permet d'avoir tous les services accessibles avec un moteur relativement faible à la Oui, maison. puisque c'est géré sur les serveurs directement. C'est ça, sur le cloud. Le cloud, comme on dit. Le cloud, ouais, tout à fait. Khaled, est-ce que c'est un sujet ça, qui apparaît sur le monde entier? Parce que vous avez parlé Oui, c'est vrai. Mais je voudrais ajouter à ce que Sébastien a dit et dire, voilà, les solutions web, c'est la meilleure approche technique pour le moment pour donner, si vous voulez, un accès, une abordabilité aux étudiants. Mais en même temps, il serait nécessaire de ne pas faire cela aux dépens de l'expérience de cette solution. Donc, il y a des éléments où un environnement web ne serait pas nécessairement le meilleur environnement pour donner la meilleure expérience. Donc, notre approche, d'après notre engagement auprès de nos partenaires, c'était de supporter à 100% une expérience web adéquate qui répond aux différents types de devices. Donc, si je passe par exemple par téléphone mobile, par tablette ou par PC, l'expérience va d'une façon dynamique changer pour s'adapter à mon channel, à mon canal d'accès. Mais en plus, nous avons créé des solutions qui sont mobiles natives parce que ces solutions sont très performantes et prennent, si vous voulez, avantage des éléments de support qui sont sur les téléphones mobiles. Maintenant, le développement technologique de la plateforme web est accéléré. Donc, j'envisage que d'ici 12 ans, je crois, ou plus, nous allons avoir la possibilité d'avoir des applications web qui sont aussi capables que les applications natives. Donc, à ce point-là, il n'y aurait pas de problème. Mais toujours aujourd'hui, à ce stade, je crois qu'il y a toujours pour des types de services et types d'expériences spécifiques, besoin d'avoir des applications qui soient natives pour donner la meilleure expérience. Sur le côté technologique, Gilbert. Mais je voudrais ajouter quelque chose sur le point de partenariat des étudiants, ou l'engagement des étudiants. Je crois que l'étudiant doit un peu, passer au-delà de ce concept où je suis consommateur. Je passe en consommateur et je m'attends à ce que l'établissement me fournisse les éléments dont j'ai besoin. Je suis prof à temps partiel à l'université de génie, à l'école de génie. Donc, je dis toujours à mes étudiants qu'à l'université ou dans les établissements d'éducation supérieure, il y a 75% de contribution du côté de l'étudiant et 25% de contribution du côté de l'établissement. Et ils sont étonnés. Mais quand j'explique les détails, ils le comprennent. Donc, l'étudiant… Des exemples. Oui, je peux donner un exemple dans un moment. Mais pour finir mon idée, il faut entrer en partenariat. Et David a dit qu'il faut que l'établissement ait un processus de feedback qui est en place, qui est assez solide et qui est respecté par l'établissement pour donner de l'importance à la voix de l'étudiant, ce qui les encourage à agir en plus en tant que partenaire. Donc, si vous voulez, c'est un passage dans les deux sens, mais il faudrait bien que les étudiants passent dans leur tête ce concept que je suis partenaire, je ne suis pas simplement un consommateur de services. D'accord? Maintenant, pour donner un exemple sur les éléments… Oui, la collaboration, quoi. Oui, sur ces éléments,
je passe sur les éléments de type, par exemple, technologie. Donc, je suis aujourd'hui en train de poursuivre un programme de formation en technologie. Chaque jour, il y a des éléments qui sont nouveaux dans la technologie. Ah oui. Un bon prof, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un programme où il y a une grande partie qui est assez solide dans le sens, elle ne change pas chaque mois ou chaque année nécessairement, mais il laisse assez de place pour les changements qui sont apportés chaque année. Donc, dans mon cours, chaque année, il y a des éléments qui sont différents parce qu'ils reflètent l'état actuel du marché et de la technologie qui est en place. C'est de mon côté. Maintenant, du côté de l'étudiant, en introduisant ces éléments, je pousse l'étudiant à explorer ces éléments, à mieux les comprendre, à essayer de les utiliser de façon un peu plus élaborée pour avoir une expérience et qu'ils soient prêts pour le marché du travail et qu'ils peuvent ajouter ou en fait projeter, non pas ajouter, projeter une valeur ajoutée pour les entreprises pour qu'ils aient une meilleure chance d'être adoptés ou d'être embauchés. Donc, dans ce sens, c'est leur travail, ce n'est pas à moi de le faire. Ouais. Mais de toute façon, Sébastien, on me raconte souvent que dans les startups, les jeunes, ils regardent les cours d'un spécialiste du MIT, ils vont sur YouTube, ils se renseignent eux-mêmes. Et ce que disait Khaled, c'est qu'ils vont au-delà, mais tout seuls, à leur initiative. C'est ça que vous disiez, Khaled, en quelque sorte. Je vous ai coupé la parole, là, je suis désolé. Hein. Non, c'est bon. Sébastien, ils font ça chez vous? Oui, ils le font. Qu'à un moment donné où si le cours ne leur convient pas ou ne va pas assez loin ou ne répond pas à ce qu'ils ont besoin tout de suite maintenant, bien sûr, ils ne vont pas attendre de retourner en cours avec le bon prof ou le bon intervenant ou d'attendre une réponse sur Teams ou par mail. Ils vont directement aller chercher à la source sur Google, ils vont faire leur recherche, ils vont trouver sur LinkedIn Learning, ils vont trouver sur Open Classrooms, ils vont trouver sur plein de sujets, plein de supports, et parce que tout aujourd'hui est quasiment disponible gratuitement, donc les étudiants y vont et se servent. Et en fait, c'est un système de nuggets. Hein. Ils prennent ce qu'ils ont, ils picorent, ils prennent la solution, ils prennent leur réponse et ils passent à autre chose. Et ils débloquent leurs problèmes en tout cas. Mais ils ne sont pas dans une logique de suivre un parcours académique complet. C'est là où l'établissement d'enseignement supérieur a encore son rôle. C'est nous qui définissons les parcours parce qu'on a le regard. Faut aussi comprendre, hein, là on est entre adultes, on a plus ou moins une expérience longue en entreprise, enfin du moins dans l'enseignement, donc on a un regard un peu plus posé. Les étudiants, ils arrivent tous d'un lycée secondaire avec zéro expérience, ils ne savent pas ce qui est réellement bien pour eux, je ne suis pas totalement sûr qu'ils comprennent tout à fait notre job. Ils se demandent un peu ce qu'on fait parfois derrière nos bureaux quand on a les cursus et les parcours. C'est aussi à nous de remettre un petit peu l'église au centre du village. Mais ils ne vont pas nous attendre. Clairement, ils ne nous attendent pas. Ils ne vont pas attendre d'avoir le cours l'année prochaine. S'ils veulent la réponse maintenant, ils vont aller la chercher parce que de toute façon, la technologie le permet. Ouais. Un dernier mot, parce que le temps avance, David, Khaled, Sébastien, un mot, moi, qui me tient à cœur et que je suis convaincu que c'est un sujet aussi que vous n'ignorez pas, c'est l'intelligence artificielle et la data. La data, c'est ce qu'on met pour faire travailler l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle va nous recracher du projectif, du prospectif, des parcours, enfin tout un tas de trucs. Où est-ce qu'on en est, David? Est-ce que chez vous, ça marche tout seul? Alors, ça marche pas tout seul, parce que l'intelligence artificielle, ça recrache pas tout seul, et l'intelligence artificielle, c'est aussi des choix anthropologiques et politiques qu'il y a derrière. Ben, ça, c'est vrai. Hein. On pourrait faire tout un débat, ce serait super intéressant sur les biais cognitifs des algorithmes, mais c'est un vrai sujet. Donc non, mais trêve de plaisanterie. Effectivement, on a la possibilité maintenant, les planètes sont en train de s'aligner en termes de modèles et de solutions pour ceux que ça intéresse. Enfin, c'est tout le modèle qui est TinCan XAPI qui permet d'avoir maintenant un ensemble d'éléments extrêmement intéressants, ce qu'on appelle des traces d'apprentissage, de collecter des traces d'apprentissage qui derrière permettent justement d'avoir des éléments super significatifs sur les trois dimensions qui structurent l'apprenance, c'est-à-dire l'aptitude, l'attitude et la performance des apprentissages. Et ça, je trouve que c'est un super moyen pour, à terme, la vision globale, c'est d'avoir une vision qui soit une vision de l'accompagnement, qui soit une vision un peu holistique de l'accompagnement, c'est-à-dire pas dire à un moment donné tu vas être en autonomie, puis tu vas faire de la remédiation avec ton enseignant, puis après tu vas avoir un groupe de travail, mais avoir quelque part une forme un peu continue d'un accompagnement qui serait permanent, mais qui prendrait des formes
et des contours qui seraient différents, qui pourraient être du feedback automatisé ou semi-automatisé, la capacité à interagir ou à faire du regard, du peer coaching, du regard croisé, être ensuite dans une séance de remédiation. Et tout ça, en tout cas, moi, c'est en ce sens-là qu'on a bien envie d'explorer la data. La data. C'est dommage, il y avait une question sur le métaverse, ça aurait été intéressant. Ça, on aurait pu faire, je pense qu'il aurait pu avoir un truc polémique. Mais ce sera le prochain Simplicity, va commander une conférence et nous donner un pitch sur le métaverse. Mais c'est pas d'une controverse, le métaverse, hein, puisqu'on en parle, hein, on en parle beaucoup, on en a déjà parlé beaucoup, évidemment. Ah oui. Ce matin, comme sur un peu trop, à mon avis, au regard de l'usage qui est en effet dans les écoles et les universités. Voilà. Juste pour l'anecdote, moi j'ai la chance d'être un vieux barbon et d'avoir utilisé dans ma première expérience pédagogique un truc qui s'appelait Second Life, qui était il y a plus de 20 ans. Hein, c'était il y a plus de 20 ans. Et voilà. Et vous étiez déjà dans le métaverse, donc on vous l'a fait. Oui, justement, et avec aucune envie d'y retourner. Hein. Mais alors, j'ai assisté à plusieurs conférences et on en a parlé. Sébastien, la data et l'IA, c'est quelque chose qui aide, qui facilite la vie aussi. Oui, bien sûr. En fait, la data, on l'a toujours eu en réalité. Oui, bien sûr, mais sa digestion et sa compréhension, c'est ça l'enjeu. Totalement. Ouais, c'est l'usage qui est aujourd'hui simplifié et automatisé. Et ça, c'est la grosse évolution qu'apportent les outils numériques. Naturellement, on s'en sert, mais la data ne fait pas tout. La data ne fait pas tout parce que la data, c'est une vérité à un instant T. Et derrière, il faut aussi l'interpréter. Et encore une fois, on fait de l'humain, on fait de la formation. Et donc, rien de mieux qu'une bonne vieille conversation en face à face avec l'étudiant pour comprendre ce qui se passe, comprendre quand il y a un problème et anticiper. Maintenant, clairement, la data, c'est un outil de pilotage, notamment quand vous êtes en vue macro, pour savoir si un parcours fonctionne bien, pour savoir si un intervenant, ça se passe bien, pour vérifier tout un tas de choses. Mais dès que vous voulez personnaliser, il faut aller au-delà de la data et il faut faire du face-à-face, il faut faire notre métier en réalité, de l'humain. Et Khaled, j'avais beaucoup aimé votre expression garbage in, garbage out. Ça veut dire que si on rentre de la data de mauvaise qualité, il en sortira de mauvaises informations. Oui. Pour un peu ajouter à ce que Sébastien et David ont déjà dit, tout ce qui est lié on dit toujours que les statistiques, il faut être très attentif avec les statistiques parce que la façon dont vous comprenez les données peuvent n'être pas nécessairement le vrai résultat de cet exercice. Ça s'applique de même pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, dans la plupart des projets que nous avons aujourd'hui, elle dépend sur ce que nous appelons learning data. Les infos que vous passez à cet engin pour que cet engin puisse comprendre l'environnement et aider à proposer de nouvelles données. Alors, dans ce contexte, c'est quelque chose qui est en continu. De notre côté, nous avons déjà intégré l'intelligence artificielle ou l'artificial intelligence dans nos produits, dans notre plateforme, dans plusieurs emplacements. Mais surtout, dans tous ces emplacements, nous avons laissé toujours assez d'espace pour l'apport humain, que ce soit l'apport de l'étudiant lui-même ou que ce soit l'apport du conseiller ou de l'équipe qui est supposée supporter les étudiants. Donc, j'ajoute, je confie ce que Sébastien a dit, que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très positif, mais il faut toujours maintenir assez d'espace pour l'apport humain parce que jusqu'à ce moment, aujourd'hui, on n'est pas à un stade où l'interface digitale ou l'intelligence artificielle ou les données peuvent supplanter ou remplacer l'être humain à 100%. Ouais. On n'a jamais vu. Alors si ça remplace, c'est ce que me disait quelqu'un pour tout ce qui est fonctionnel, l'emploi du temps, l'occupation des salles, un document, hein, Sébastien, vous en avez parlé tout à l'heure. Je pense que là, on peut gagner un temps précieux et c'est vrai qu'il y avait un petit test qui avait été publié. Quelle était l'assistante ou l'assistant qui était le plus performant? Ben, c'était un prénom et derrière ce prénom, c'était un chatbot. Hein. Je ne sais pas si vous aviez vu ce papier qui avait été fait il y a longtemps. Donc ça veut dire que pour des données très factuelles, on peut aller très loin en termes d'usage et en termes de facilité. Il est 15h25, on a dit beaucoup de choses. Bill,
how can you answer to the audience like this? You have a Google Translation, a Google Trad with you? Yeah, I'm using Google Translate, and I hope I'm addressing the context as well. Yes, it's really good. It's amazing. We have these good themes, conversation. Yeah, at the same time. Yeah, the themes are common, right? The struggle between extrinsic and intrinsic motivation. We appreciate the same. And then the nature of technology masking, hiding the true form of education, right? So we can throw all the technology at the problem, but fundamentally education rests on good teacher-learner relationships and the ability for us to connect with our learners. So our designs need to change, our assessments need to change to respond to the affordances of the technology. So we see a lot of technology deployed, but not redesigned. And in that is a failure. And it's a failure at an institution level. Teachers need to learn how to teach with the technology, as was said in the comment. Students need to learn how to learn with the technology. These are all short learning curves. These are doable, these are things we can do. We're educated folks. That's the point. But when institutions don't back us up as teachers or learners, we're going to get lost in the design problem. And so the US and Canada struggle with the same issues, the same layers. And, the more we treat this as a holistic approach, the better we see in the outcomes. So I hear that it is the same in North America, and in Europe. We have the same topics, the same issue sometimes, and I think it's okay for us because we are supposed to be very late compared to USA, but it's not the case. Thank you very much, Bill. Alors, je disais, ils ont les mêmes problèmes en Amérique du Nord, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on se dit toujours qu'on est un peu à la traîne, à la bourre. Bah, finalement, on se pose tous les mêmes questions, et je retiens ce que dit Bill. Évidemment, le design doit évoluer, mais le prof doit bien rester au cœur de la machine. On est d'accord, David, Sébastien, Khaled? Ouais. En tout cas, le processus d'apprentissage, voilà. Qu'il soit entre l'enseignant et l'étudiant, entre les étudiants eux-mêmes, voilà, c'est ça. Mais c'est effectivement ça, c'est de repenser le design de l'expérience étudiante. Tout est affaire de design, de toute façon, dans la mode, dans l'industrie et dans l'éducation, ça n'échappe pas. On a des compliments, on a des bravos. Bill, you want to say a few words? Yeah, I mean, just remember the redesign is a lot of labor. So for teachers, it's not a joke. This isn't easy, right? We need to recognize the labor involved in redesign. This is a new prep, as we say, a new course, a new, it's like you may know the content, but once you redesign it, you're doing a new course. So give yourself, if we're speaking mostly to educators now today, but give yourself space to redesign, ask for funding. If you're an institution leader, fund the redesign. This is And as an institution, we have to recognize the effort made by the teacher in order to set up this new design approach. You're totally right, Bill. Bah, tout le monde est content et moi je trouve ça. Alors je voulais pas, c'était pas une plaisanterie, Bill. Hein, I was not laughing at all, not at all about redesign. I was just telling to the audience that it's very important and I'm very enthusiastic, as you can see. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était vraiment très très bien. Je pense que nos internautes ont été très satisfaits de cet échange. Merci David. Bon rétablissement, Sébastien. Bon courage pour la suite, Khaled. See you next time in France, maybe. And Bill, welcome in France, the most beautiful country in the world, as you know. Bye-bye. Cheers. Cheers.